Bonjour à toutes et tous. Moi je suis Christophe Delacour, effectivement, et contrairement à Vincent et Marc, je suis un petit nouveau dans la coordination et j'ai la lourde tâche de succéder à Annick qui avait impulsé déjà une dynamique très forte à Respirar. Et donc ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu le projet que j'avais montré aux différents collègues pour cette nouvelle mandature. Et j'en profite pour remercier Annick pour ce tuilage qu'elle permet pour que les choses s'amplifient encore dans leur réalisation. Alors, un des premiers objectifs de cette nouvelle labellisation avait été de mieux se répartir sur le territoire, puisque auparavant, il n'y avait que des centres constitutifs en région parisienne. Et donc cet objectif est atteint, même si il n'a été que partiellement atteint. Nous avions 4 candidatures de centres constitutifs en province et 3 ont été retenues dans cette labellisation, ce qui en soi-même est déjà très bien pour mieux couvrir le territoire. Donc vous avez en vert ici les nouveaux centres constitutifs avec Bordeaux autour de Michael Fayon, Lyon autour de Philippe Rex et Marseille autour de Jean-Christophe Dubus. Et puis vous voyez le nombre, alors je pense qu'ils seront validés à mon avis, l'ensemble des centres de compétences qui restent assez nombreux dans notre centre, mais je vous rappelle que le centre Respirar, il n'est pas monothématique, il regroupe l'ensemble des maladies respiratoires rares de l'enfant, et donc il y a plusieurs groupes thématiques qui sont inclus dans ce centre de maladies rares, à savoir les pathologies interstitielles de l'enfant, les bronchopathies rares en dehors de la muco et de la dyskinésie ciliaire, la dyskinésie ciliaire de l'enfant, les anomalies congénitales du développement et puis tout ce qui tourne autour de la prise en charge ventilatoire des anomalies congénitales de la ventilation ou de l'insuffisance respiratoire chronique de l'enfant. Et vous aurez tout à l'heure un topo de Brigitte Fauroux qui vous montrera le réseau national qui s'est monté autour de cette thématique. Alors, sur la région parisienne, il y a également des changements importants. Bon, le centre de coordination maintenant est à Necker. Trousseau, bien sûr, reste centre constitutif. Robert Debré, qui était historiquement très investi dans la prise en charge du syndrome d'Ondine en pédiatrie, eh bien sûr, continue à porter cette activité qui est désormais complètement intégrée à Respirar, mais également, on a pu intégrer dans les thématiques de ce centre tout ce qui tourne autour des autres maladies respiratoires de l'enfant. Et le centre hospitalier intercommunal de Créteil reste également un centre constitutif du CRMR. Alors, dans les perspectives pour les 5 ans à venir, le constat, c'est qu'en pédiatrie, pour l'ensemble de ces maladies rares, nous bénéficions d'une très forte dynamique de soins et de recherche avec des progrès tout à fait majeurs qui ont été acquis dans les dernières années, mais également une expertise de soins de plus en plus exigeante. Et peut-être vous avez lu un certain nombre de tribunes globalement sur la pédiatrie qui montrent combien c'est difficile des fois de fidéliser notamment du personnel soignant sur ces exigences de soins. Nous bénéficions également d'un certain nombre de thérapies innovantes pour ces maladies rares. Et puis, il y a une structuration européenne qui est non seulement émergente, mais qui est de plus en plus importante dans les maladies rares pédiatriques. Et donc, les objectifs de notre CRMR vont être, d'une part, de mieux organiser l'offre de soins au niveau national, en lien, bien sûr, avec les familles, d'accélérer la visibilité de notre centre et de notre expertise, qui est quand même, je crois, très forte au niveau européen, de renforcer nos capacités de formation et de recherche, d'augmenter le caractère participatif de la gouvernance du CRMR, et puis d'être évidemment en étroite synergie avec les actions de Respifil. Alors, ce que je souhaitais, c'était également mettre en place une gouvernance qui tienne compte des modifications de notre CRMR. Alors cette gouvernance, on a commencé à la mettre en place juste avant l'été. Elle doit d'une part permettre l'inclusion des différentes thématiques, comme c'était le cas avec Annick. Elle doit être représentative des différents sites et notamment des sites coordonnateurs, ce qui veut dire quand même élargir cette gouvernance.
Et puis, je crois aussi, et c'est ce qui a été mis en place là, permettre une alternance indispensable à la dynamique de toute institution. Et personnellement, je me suis engagé à ne pas rester des années, une éternité à cette gouvernance pour permettre cette alternance qui, je crois, est saine à toute institution. Donc nous avons mis en place un CODIR avec un membre de chaque site constitutif, avec des réunions mensuelles. On souhaite déléguer un certain nombre de missions et de responsabilités transversales à des membres qui n'appartiennent pas forcément à un site coordonnateur, mais qui souhaitent s'investir dans le fonctionnement du CRMR. On va essayer d'améliorer encore le partage des informations et de mettre en place une AG annuelle qui soit ouverte à tous les centres, en plus de notre réunion annuelle, et qui soit également ouverte aux associations de patients avec une présentation du bilan et des perspectives chaque année. Alors, la visibilité de notre expertise au niveau européen, je pense qu'elle peut être améliorée. Il y a déjà des implications de Respirare dans les réseaux européens, mais je pense qu'il faut que la participation française soit plus active. Il faut sûrement être source de propositions pour promouvoir de nouvelles thérapeutiques qui sont aujourd'hui peu développées dans les ERN. Je pense par exemple à ce que Annick a déjà essayé d'impulser autour des anomalies congénitales du développement, et je pense que on a la chance de pouvoir s'appuyer sur la filière et sur l'expertise de marque au sein de ces réseaux européens pour, je pense, pouvoir aider à ce développement. Et puis s'intégrer au programme de financement européen, ce qui est également une tâche importante et pour lequel nos centres peuvent aider à la construction de ces dossiers. Je pense qu'il faut exercer et mieux organiser aussi les expertises cliniques pour les enfants nés hors de France, pour lequel on est souvent sollicité. Donc on a sûrement une politique de communication vis-à-vis de ces familles qui sont assez demandeuses, et d'ailleurs ça fait partie des objectifs un peu des ERN, de pouvoir mieux répondre aux demandes au minimum européennes. Et puis probablement on a beaucoup de RCP et on pourrait mieux les ouvrir dans un premier temps aux pays francophones pour lesquels on est souvent individuellement sollicité dans nos sites. Alors mieux communiquer, il y a déjà beaucoup d'actions qui ont été faites. Le programme pour les 5 ans à venir, c'est sûrement d'améliorer encore l'information pour les professionnels. Notre site web, pour l'instant, est un peu en refonte, donc ça fait faire partie des premiers objectifs. Et sûrement, il y a une communication scientifique qui pourrait être mieux organisée, mais c'est un travail qui est vraiment très important, très consommateur de temps, et donc il faut voir comment on s'organise pour que ça puisse être pérenne dans le temps. Je pense qu'il faut aussi mieux assister les enfants et leurs familles dans la prise en charge du handicap respiratoire. Ça, c'est quelque chose qui est sûrement important. Les familles, c'est très lourd dans la vie quotidienne, et d'essayer de mieux monter une réponse aux demandes de ces familles, aider les centres également à avoir des documents et des parcours de soins qui soient peut-être aidants aussi pour que les centres puissent mieux répondre à ces familles. C'est sûrement un objectif qui relève typiquement de notre CRMR. Une meilleure communication auprès des familles avec des livrets, des informations sur le site ou sous d'autres formes. Et puis, développer des recommandations communes d'éducation thérapeutique, ça c'est quelque chose probablement qu'on ne fait pas encore suffisamment. Chaque centre a développé ses programmes d'éducation thérapeutique et on devrait pouvoir arriver à des recommandations qui soient réellement communes d'éducation thérapeutique pour telle ou telle pathologie. On a une force incroyable de formation et de recherche, et sûrement on devrait encore mieux la synergiser pour la rendre plus efficace. On a les moyens de développer des enseignements qui valorisent nos expertises, des parcours de formation pour les étudiants et les médecins internationaux. L'accueil de jeunes médecins européens, c'est quelque chose qui n'est pas si difficile que ça, pour lequel il y a des bourses européennes possibles. Donc la structuration de ça, moi, me paraît être un enjeu très important. On vient d'en parler, promouvoir les nouveaux métiers soignants en lien avec les maladies respiratoires rares de l'enfant. Ça, c'est un enjeu qui est très important, et pour lequel, qui est également très valorisant pour le développement professionnel des infirmières. Optimiser les recherches de financement. On a toute une action prévue, notamment pour l'obtention de PHRC dans un premier temps, et puis le soutien aux jeunes chercheurs en articulation avec les autres sources de financement en pédiatrie pour nos étudiants. Et puis, un élément qui peut-être est très important, c'est que
Alors, en pédiatrie, les centres qui sont centres de maladies rares sont aussi très impliqués, soit dans d'autres CRMR pédiatriques, soit dans le fonctionnement de notre collectivité pneumologique pédiatrique au sein de la Société savante de pneumologie pédiatrique. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un enjeu qui est vraiment important d'interaction avec ces autres institutions et en particulier d'interaction avec les autres CRMR pour lequel il y a des implications respiratoires, mais pour lequel il y a d'autres implications sur d'autres organes. Je peux prendre l'exemple de l'hernie congénitale du diaphragme, par exemple, ou de l'atrésie de l'ésophage, qui relèvent d'autres CRMR, mais pour lequel nous assurons également les suivis de leurs complications respiratoires dans le cadre du CRMR Respirare, par exemple, l'atrésie de l'ésophage, trachéomalacie congénitale, ça relève de chez nous. L'œsophage relève d'un autre CRMR. Et alors, dans le quotidien, tout ça se passe très bien. Mais dans les actions pour les familles, c'est moins évident et je pense qu'il faut qu'on construise ça de façon plus formalisée, plus coopérative et mieux visible pour les familles. Voilà, je vous remercie de votre attention pour ces objectifs que je souhaite développer avec vous tous dans les années à venir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur cette intervention? Oui. Merci Christophe, parce qu'il y a de nombreux points en fait sur votre topo qui me touchent personnellement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yael Castellana et je suis la présidente de l'AFPI. C'est une association sur les PID de l'enfant. Voilà, ce que j'entame en fait cette 8e journée avec beaucoup d'émotions personnellement. Tout simplement parce que je voulais vous faire part de quelques informations. L'AFPI existe depuis 2012 et c'est à peu près 200 familles de patients que nous encadrons. Les témoignages que j'ai aujourd'hui sont malheureusement pas toujours très reluisants. Cependant, en fait, je voulais tous vous remercier parce qu'il y a 2 points importants. D'abord, Christophe l'a bien cité aussi, c'est l'éducation thérapeutique. Quelquefois, faute de soins, c'est très important effectivement d'améliorer la qualité de vie des patients. Tout simplement pour espérer effectivement avoir une espérance de vie beaucoup plus longue. On ne va pas se le cacher sur les maladies rares et que ce soit sur la filière Respifil comme sur les autres. Aujourd'hui, il n'existe pas de traitement sur de nombreuses maladies. Le deuxième point qui est important, c'est justement ce désir de vouloir lutter contre l'errance de diagnostic. Parce que faute de traitement, effectivement, il va falloir éradiquer ces pathologies et c'est difficile quand moi en tant que maman et puis en tant que présidente d'association d'assurer la double peine aussi aux familles et de leur annoncer qu'il y a des formes familiales et puis des formes dominantes aussi génétiques. Voilà, tout simplement aujourd'hui je voulais prendre la parole pour vous dire que moi Christophe, j'ai pas seulement besoin de vous mais surtout besoin en fait de vous tous. Parce que je sais au-devant de quelle configuration je vais, par rapport aux témoignages que j'ai avec certaines familles qui vont un peu au bouillon en ce moment. Et je ne veux pas me retrouver en difficulté. Si jamais j'envoie un mail en fait, à un médecin et que je n'ai pas de réponse, vous me mettez entre guillemets en difficulté. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir une coordination avec les associations de patients. Et voilà, je suis là toute la journée. Il y en a certains d'entre vous que je connais bien, que j'irai saluer tout à l'heure. Si vous avez des questions, je suis disponible tout le temps. On est bénévole, on est là pour vous, en fait, pour les patients. Quand j'ai des questions aujourd'hui et que j'ai des patients qui me disent j'ai pas de réponse, sachez que je prends la défense du système médical en disant nous sommes dans le cadre de maladies rares. C'est normal, on ne sait pas, on n'a pas suffisamment de visibilité. Moi, aujourd'hui, je vais avoir besoin d'un accompagnement grâce à vous, parce que tout simplement, quel est mon rôle aujourd'hui? C'est la question que je voulais vous poser, parce que tout le monde a parlé des associations de patients, mais aujourd'hui, quel va être notre rôle? Parce qu'il y a aussi ce secret médical. Moi, j'ai besoin de transparence en fait avec les familles, et je n'ai pas du tout envie de leur cacher des choses et de leur mentir. Il se trouve que ma fille qui a 17 ans aujourd'hui, que bon nombre connaît,
perd aussi cette stabilité. Il y a une certaine fragilité qui se fait noter aujourd'hui. Et l'UAN a toujours été, en fait, pour moi, un petit peu ce barème. À me dire, on a posé le diagnostic assez tôt, on a mis les bolus de corticoïdes assez tôt, on a fait ce qu'il fallait au niveau de la nutrition entérale. Si ma fille, effectivement, perd une certaine stabilité, j'ose imaginer ce qui peut arriver aux autres derrière. Voilà. Donc, ma question, c'est simplement qu'est-ce qu'aujourd'hui, où est le rôle des associations de patients et qu'est-ce qu'on peut faire vraiment ensemble? Merci. Oui. C'est peut-être ça la... Merci beaucoup. C'est une question un peu effectivement générale du rôle et de l'implication des associations de patients dans nos réseaux et peut-être plus particulièrement en pédiatrie. Je ne sais pas s'il y a des spécificités. Ah ben, bien sûr, enfin, il y a sûrement des spécificités en pédiatrie comme il y en a dans les soins, mais ma vision là-dessus, elle est assez simple. Les associations de parents répondent aux besoins d'un certain nombre de familles. Je ne suis pas sûr que toutes les familles aient besoin d'une association de parents, mais il y en a beaucoup qui en ont besoin et qui en expriment le besoin. Donc ça, c'est un élément très important. Donc les associations de parents sont là pour jouer un rôle complémentaire à celui du milieu de soins. Je ne pense pas qu'une association de parents remplace le milieu de soins. L'information médicale, elle reste du rôle du centre de soins. Mais je pense qu'une association de parents, par exemple, quand ça fonctionne bien en interaction avec les centres de soins, peut alerter sur le fait que telle famille se sent insuffisamment informée, se sent un petit peu en perdition, parce qu'à ce moment-là, c'est quelque chose dont on n'est pas forcément toujours complètement, j'allais dire, en connaissance. Et peut-être qu'il y a des choses qu'on ne perçoit pas, qui sont perçues par les associations de parents, et ça, c'est un élément important qu'on ait ce retour. Donc pour moi, le fonctionnement et l'interaction entre une association de parents et le centre de soins est quelque chose qui est extrêmement important dans des rôles complémentaires.